Bonjour à vous qui nous rejoignez pour la seconde partie de cette émission proposée par le magazine Service et consacrée à la propreté pilotée. On va maintenant s'intéresser aux solutions cobotiques. De plus en plus perfectionnées, les cobots ont encore été les vedettes du dernier salon Interclean à Amsterdam. Et pourtant, ces solutions ont du mal à trouver leur place sur les chantiers. Pourquoi ? Comment lever les freins au changement ? Quelle offre proposer pour rentabiliser l'investissement ? On en débat tout de suite avec nos 4 invités. Autour de la table avec nous ce matin, Laurent Prullière, bonjour. Bonjour, vous êtes Séverine. Directeur R&D du groupe GSF. Axel Merceron, vous avez en charge le développement des nouveaux business au sein de Karcher France. C'est ça, bonjour. Cédric Fèvre, vous êtes directeur général de Tennant France. Bonjour. Et Vittorio Gangi, vous occupez le poste de directeur de l'innovation chez NSI Group. Merci de votre présence à tous les 4. Pendant toute la durée de l'émission, n'hésitez pas à poser vos questions en direct via le chat. Pour démarrer, je vais m'adresser aux entreprises de propreté. Alors, Vittorio Gangi, chez NSI, vous en êtes où en matière de cobotique ? Bien, merci Séverine et bonjour messieurs. Chez NSI, en effet, nous avons déployé depuis un petit moment les robots. On va parler de cobotique, qui sera important de toujours lier l'humain et la technologie. Alors pour bien comprendre comment la cobotique aujourd'hui est une solution intégrée dans notre entreprise, je vais vous parler rapidement d'NSI, qui veut dire nettoyage, service, innovation. L'innovation a été un pilier de développement de l'entreprise, donc reposé sur 3 thèmes: la qualité, la RSE, l'innovation. Donc l'innovation, je dirais, depuis la jeunesse de l'entreprise, a été au cœur même des réflexions pour réaliser nos prestations de nettoyage, au même titre qu'on a un service comptable, service RH dans l'entreprise. Nous disposons chez NSI d'un laboratoire, je dirais, qui s'appelle NSI Lab, dans lequel je pilote et anime l'innovation pour conceptualiser, réfléchir par rapport aux solutions qui existent sur le marché et proposer donc des services à nos clients. Et par conséquent, on l'a vu dans la première émission tout à l'heure, tous les sujets de digitalisation, mais ce qui va nous concerner, le sujet de la cobotique est présent chez NSI via ce groupe de réflexion et qu'on a essayé de démocratiser auprès de nos agents. Il y a donc des premières expériences concrètes chez les clients ? Tout à fait. Aujourd'hui, dans différents secteurs d'activité, on a pu déployer des solutions cobotiques. J'y reviendrai, je pense, un peu plus tard sur un exemple concret que je reprendrai tout au fil de la discussion. Mais oui, c'est aujourd'hui présent. Peut-être pas comme on l'imaginerait ou on le voudrait, parce que en effet, ça peut faire peur. L'innovation amène un peu de questions, que ce soit au niveau des agents, mais également auprès des clients. Donc c'est un sujet qu'on pilote au quotidien pour déployer ces solutions. Oui. Au sein du groupe GSF, alors vous en êtes où des expériences en matière de cobotique ? Bien, je dirais que c'est quand même avec un certain optimisme que j'ai envie de démarrer cette émission, avec certaines implantations qui sont plutôt réussies, mais de façon générale, pas forcément dans notre métier. On sait bien que les avancées technologiques, parfois, peuvent être en rupture avec les systèmes. Donc c'est à nous, entreprises de propreté, avec nos clients, avec nos collaborateurs, de faciliter cette intégration. Donc en termes de belles réalisations, je vois par exemple des implantations intéressantes dans des lieux comme des gares, des aéroports. Je viendrai après sur la facilité avec laquelle on peut implanter mieux sur certains endroits que d'autres. Et puis également donc, de certains magasins d'ameublement et des beaux sièges qui sont des vitrines chez nos clients, des sièges de banques, etc. Donc voilà un peu où se passe l'implantation aujourd'hui. Mais je reviens surtout sur... on est quand même plus dans l'investissement et dans l'apprentissage que dans le ROI. Hein. Il faut quand même rester. Mais on progresse beaucoup. Voilà. Et l'organisation en interne pour s'occuper de ces questions ? Alors en interne, tout le monde est complètement intéressé par la cobotique. Mais de façon plus précise, on a dans chaque filiale du groupe
des référents nouvelles technologies qui vont être là en interface avec l'équipe R&D que j'ai le plaisir d'animer au siège. Donc ces référents nouvelles technologies, c'est des jeunes gens qui vont donc implanter ces robots, faire tourner des business cases dont je vous parlerai un peu plus tard, et optimiser l'implantation, puisqu'un client n'est jamais pareil qu'un deuxième client. Donc on optimise l'implantation en fonction de l'endroit où on se trouve, avec ces référents nouvelles technologies qui vont tester là les aléas, ils vont tester les tests d'évitement, la sécurité, les simulations économiques, etc. Cédric Fèvre, chez Tenante, la cobotique, comment ça s'organise? Quelles sont les machines que vous avez conçues? Pour quelles applications, en gros? Alors déjà, en introduction, je suis chez Tenante depuis un peu plus d'1 an. Et j'ai passé auparavant une vingtaine d'années dans le monde de la manutention, donc le chariot élévateur, où le robot, l'AMR, on ne parle pas de cobo, est présent depuis déjà un certain nombre d'années. Et la réflexion que je me suis faite en arrivant chez Tenante, c'est que, mon Dieu, que c'est compliqué dans la manutention de mettre en place un robot. Ça nécessite beaucoup d'investissement, mais notamment en IT, il faut des ingénieurs, il faut de la programmation, etc. Dans le monde de la propreté, notamment chez nous, Tenante, c'est ultra simple. On a une machine que n'importe qui peut programmer, pour utiliser toutes les fonctions, avec une interface qui est super sympa et compréhensible par n'importe qui, multilangue par exemple, ça peut beaucoup aider. Et c'est pour ça qu'on l'appelle un cobo, puisque c'est réellement chez Tenante une machine qui est au service de l'homme et pas l'inverse. Donc pour vous, c'est pas compliqué la cobotique au regard de votre expérience? Pas du tout. Ce que j'ai vu aujourd'hui, c'est très simple. Alors c'est vrai qu'il faudra resituer ça dans le contexte évidemment du secteur de la propreté. Axel Merceron, alors bon, chez Karcher, il y a une machine qui existe depuis déjà 2 ans. 2 ans sur le marché français. Donc on a lancé une autolaveuse de taille intermédiaire sur le marché français fin 2022. Et donc nous-mêmes, c'est valable pour nos clients, mais c'est valable pour nous également. Il a fallu qu'on s'organise autour de ça, puisque c'est pas un produit comme un autre, c'est pas une autolaveuse classique, c'est pas donc il a fallu monter en compétences sur aussi bien les équipes techniques que commerciales avant de pouvoir accompagner nos propres clients. Donc déjà ça a mis un petit peu de temps, et puis ensuite beaucoup de démonstrations, beaucoup de curiosité, le marché est demandeur, il y a une vraie curiosité. La difficulté, c'est de savoir où placer cette machine, parce que ça ne fonctionne pas partout, et on en discutera certainement dans les minutes qui suivent, mais voilà, il a fallu que nous aussi on se fasse nos propres connaissances sur le sujet et pouvoir anticiper là où ça va fonctionner, là où ça va pas fonctionner. Donc voilà, l'environnement est indissociable, on va dire, du robot, l'organisation également, et donc il a fallu qu'on apprenne aussi sur cette partie-là. Il faut finalement prévoir une réorganisation, faire une place à la cobotique. C'est ça. Alors, quels sont les sites adaptés au déploiement de la cobotique? Quel type de clientèle? Laurent Prullière, s'il vous plaît. Alors, quel type de clientèle? Déjà, il ne faut surtout pas confondre automatisation et systématisation, parce que chaque client est unique, et donc systématiser une solution, d'ailleurs ça n'existe même pas quand il n'y a pas de cobotique chez nous, une solution elle ne se systématise pas. Donc sinon les sites clients qui peuvent être éligibles, dans un premier temps il y a 3 critères qu'on retient nous pour l'éligibilité sur l'implantation de cobo. C'est donc des surfaces assez dégagées, donc typiquement des lieux de stockage par exemple, des opérations répétitives pour justement faire monter en compétence nos agents et pour supprimer une partie de la pénibilité, donc des opérations répétitives qui n'ont pas de valeur ajoutée dans la prestation, les confier à des cobots. Ça, c'est des choses qui font partie des 3 critères. Et le 3e critère, c'est donc une faible coactivité. Mais ça, c'est les 3 critères d'aujourd'hui. Et je pense qu'on progresse sur des nouveaux critères qui vont pouvoir nous permettre d'aller plus loin que ces simples, entre guillemets simples, cette typologie de site éligible à ces 3 critères. Donc je pense que les fournisseurs ici présents vont peut-être nous dire que finalement on va plus loin et que la coactivité peut être un petit peu intégrée dans la libre circulation des cobots. Mais bon, en tout cas, c'est comme ça qu'on, pour le moment, on intègre chez nous avec ces 3 critères-là. Et les clients de GSF, alors quelles sont leurs attentes? Alors, avant tout, il y a beaucoup l'image, parce que l'image, c'est un facteur de choix chez les clients, parce que l'image égale innovation, et l'image, c'est aussi pour l'entreprise cliente
de l'innovation à montrer en vitrine, et aussi pour leurs collaborateurs. Donc c'est d'abord l'image. Il y a évidemment pour nous la suppression des tâches répétitives, ça je vous l'ai dit, l'augmentation en compétences, faire monter en compétences nos collaborateurs qui vont être opérateurs de robots et pas opérateurs tout court. Il y a également donc tout ce qui tourne autour de prestations à plus forte valeur ajoutée, parce que le fait de gagner en productivité, mais on y reviendra, donc nous permet de se concentrer sur peut-être des tâches de basse fréquence ou tout simplement d'aller proposer des nouvelles opportunités de service dans la mesure où on dégage du temps par l'implantation des cobots. C'est aussi un peu ce qui se passe chez NSI par rapport aux premières expérimentations. Sur quel site vous avez démarré? Pour quelles raisons? Tout à fait, je vais rejoindre ce que Laurent a dit au niveau des critères. Là où peut-être tout à l'heure on aura besoin de compléments d'informations auprès de des fournisseurs ici présents, mais sur la partie au niveau du grand public, c'est vrai que les cobots peuvent être vus dans les grandes surfaces, etc. Nous, entreprises de propreté, on estime que c'est pas là où le rendement va être le plus efficace. Donc on est revenu un petit peu en arrière sur la partie distribution. En revanche, je peux vous parler d'un exemple très concret, des points qui ont été soulevés par Laurent. Le souhait du client d'avoir une prestation innovante, de dégager un message aussi auprès de ses collaborateurs d'un service premium. Moi j'ai un site tertiaire notamment qui me vient en tête, sur lequel on réalise des prestations à l'aide d'un cobot, un aspirobrosseur, où on est sur des grandes surfaces dégagées, des open space, où là concrètement on vient enlever la pénibilité pour l'agent. Donc il y a aussi le volet sécurité, ergonomie au travail. Toute la partie aspiration est retirée. Le collaborateur, la collaboratrice peut, dans ce cas de figure, se concentrer sur des tâches, je dirais, à plus forte valeur ajoutée. On est sur un siège social où ça nous a permis d'upgrader la prestation et on vient réapprovisionner des fontaines à eau, préparer des salles de réunion, rempoter des photocopieurs, où là, clairement, on a pu amener un service complémentaire grâce à l'intégration du cobot pour le client. Et ça répondait aussi à une contrainte horaire? Oui, tout à fait. On était sur un schéma où on avait un accès au site suffisamment tôt et une arrivée des premiers collaborateurs également tôt. Ça nous laissait une amplitude horaire d'intervention assez courte par rapport à la surface à traiter. Donc ça nous a permis, plutôt qu'un agent se concentre à faire la tâche, le robot prend le relais et l'agent s'est concentré sur, comme je le disais tout à l'heure, préparation de salle de réunion, nettoyage des bureaux où là le robot ne va pas intervenir. J'aimerais rajouter quelque chose, c'est très juste ce que dit Vittorio, c'est très juste. Et si nos auditeurs ont écouté les échanges précédents du précédent table ronde, c'est également une façon de nous rendre visibles. Alors, certes, le cobot nous rend visible parce que si on le met à des endroits stratégiques, enfin, le client nous souhaite le mettre à des endroits stratégiques, eh ben, la propreté devient visible et elle peut intéresser là les visiteurs, là les collaborateurs du client, et c'est gagné pour nos agents aussi si on devient visible par ce biais-là. Axel Merceron, alors deux cobots différents maintenant, quels sont les sites les plus adaptés pour leur mise en place ? Alors oui, septembre 2022, c'était l'autolaveuse donc de taille intermédiaire qui donc a sa place, on va dire, à peu près partout, avec bien sûr des préférences dans certains domaines. Je pense en particulier à l'industrie, à la logistique, à la santé, galeries marchandes, aéroportuaires, gares, etc. Et septembre 2024, là, on va présenter sur le marché français notre nouvel aspirobrosseur. Donc là, on est sur des typologies de clients complètement différentes. On sera plutôt sur du tertiaire, sur des bureaux, de la santé, pour exactement les tâches que vous proposez à vos clients. Donc voilà, c'est des cibles, ce sont des cibles assez différentes, mais potentiellement sur tout type de sites dégagés et avec une récurrence du nettoyage. L'aspirobrosseur, il remplace une tâche quand même assez
pénible et tâche chronophage. Oui, tout à fait. Chronophage, répétitif, et ça, un robot sait parfaitement le faire. C'est là où, effectivement, l'agent prend tout son sens en complément, en accompagnement, pour aller faire les surfaces hautes, pour aller dans le détail, ce qu'un robot n'est pas capable de faire. Un robot sait parfaitement répéter sa tâche. Maintenant, pour la précision, heureusement, l'humain est encore l'œil aguerri, et c'est là où, justement, les compétences des entreprises de propreté s'expriment. C'est sur les compétences qui vont bien au-delà d'un robot. Chez Tenante France, alors, vous sentez aussi une demande importante autour de la cobotique ? Oui, absolument. Chez Tenante, ce qu'on observe, c'est que tous les clients, tous les prospects veulent un robot, veulent voir un robot. Là, il n'y a pas de débat. Presque tous les clients, selon nous, sont éligibles, puisqu'il y a les contraintes que Laurent et Vittorio ont citées, mais en réalité, il y a aussi la machine qui doit s'adapter à ces contraintes. Ce qu'on observe aussi, c'est que la motivation dans les demandes des entreprises clientes vient toujours, ou presque toujours, du top management, c'est-à-dire le dirigeant, chez un client qui dit « moi, je veux mettre en avant une technologie qui valorise, etc. » En revanche, nous, ce qu'on aimerait, c'est que les populations utilisatrices, donc les utilisateurs finaux de ces clients et leurs managers directs, soient davantage embarqués dans les projets. Parce que si on n'embarque pas ces personnes-là, il y a vraiment un problème d'adhésion au final par rapport à cette technologie. Dans quel secteur plus particulièrement, si vous pouvez préciser ? Les entreprises de propreté, essentiellement, mais également, on parlait des distributeurs, la grande distribution, mais après on retrouve la problématique dans tous les endroits où on a quelque chose à nettoyer, c'est-à-dire partout. Il faut qu'on embarque l'utilisateur final dans le projet, mais également son manager, donc ça peut être un responsable d'exploitation, principalement cela, et pas que la volonté du dirigeant qui dit quelque part je veux et j'exige, quoi, ou j'aimerais. Il faut que ce soit vraiment un projet collectif. Et certains groupes de la grande distribution le mettent dans leurs appels d'offres, mais alors est-ce que c'est vraiment adapté l'hypermarché, le supermarché ? Je suis complètement d'accord avec Cédric, c'est-à-dire que l'adoption, il faut qu'elle vienne du terrain. Sinon, ça ne peut pas marcher. Et il faut aussi qu'elle vienne du manager, le responsable d'exploitation. Je reviendrai après sur notre dispositif de faire monter à bord tout le monde, enfin pas à bord de la machine, mais à bord de ce principe-là. Vous disiez les surfaces commerciales. Les groupes de la grande distribution demandent de mettre en place de la... On progresse, mais je ne sais pas ce qu'en pense Vittorio. On progresse, mais comme je disais tout à l'heure, les 3 critères que j'évoquais, surface dégagée, pas de coactivité, suppression de la pénibilité, ce n'est pas forcément les endroits les plus faciles à implanter, les surfaces commerciales, à part les galeries qui sont en périphérie. Et pourquoi ? Moi, j'ai mon avis, c'est qu'on travaille en décalé. Donc la coactivité, on peut la voir de temps en temps, mais l'efficacité n'est pas toujours au rendez-vous quand il y a un cobot qui déambule avec les gens qui viennent faire leurs courses, par exemple. Là où c'est efficace, par contre, on l'a testé, c'est en décalé, c'est-à-dire avant ou après l'ouverture du magasin. Mais là, il faut un vrai soutien du client, un vrai engagement du client, pour nous permettre de réaliser ces prestations-là, qui peuvent être de qualité. Je suis assez optimiste là-dessus, mais notamment, c'est un exemple qui est tout simple, mais le travail d'un cobot la nuit, ce qui peut être intéressant pour supprimer la pénibilité de nos salariés, il faut qu'il lève toutes les alarmes, le client, et Dieu sait si dans les surfaces commerciales, c'est sous alarme de 21h à 5h, donc il y a un conflit entre la capacité de pouvoir faire à des moments où c'est simple de nettoyer des allées, elles ne sont pas encombrées par la mise en rayon, mais la capacité de rendre aussi le site sécure. Et donc, c'est un compromis qu'il faut travailler avec le client. Voilà. Cédric Fèvre ? Tout de suite, en vous écoutant, je pense à 2 exemples. Dans la domotique, chez les particuliers, les alarmes les téléopérateurs, télésurveillance se sont adaptés pour prendre en compte les animaux domestiques. Je pense que c'est à nous
de prendre en compte ce phénomène, mais également aux gens qui font l'alarme des centres commerciaux, qu'il y a un robot qui se déplace, ça doit être faisable. Et le deuxième aspect, pour nous responsabiliser, nous, fabricants, c'est à nous de proposer des technologies qui soient adaptées aux contraintes des utilisateurs. Je pense notamment à la grande distribution, où on sait qu'il y a du personnel, il y a des gens qui font leurs courses, des enfants, etc. C'est à nous de créer des machines qui vont naviguer dans ce type d'environnement. Alors c'est vrai que on voit des engins de mobilité, pas forcément des robots laveurs, mais des engins de mobilité qui amènent du service, qui permettent de jeter ses déchets dans des environnements, des lieux qui reçoivent du public. Donc oui, je ne suis pas inquiet sur la fiabilité et la bonne intégration par le public de ce genre de système de navigation. Maintenant, voilà, donc là où je suis d'accord avec Cédric, c'est qu'il y a un travail à faire en tripartite, client, fournisseurs d'équipements et les entreprises de propreté, sur l'intégration avec des systèmes de surveillance de machines en mouvement. Là, je pense que ça peut ouvrir des opportunités, ouais. Mais avant cela, il faut peut-être savoir aussi dans quelle mesure on peut proposer une offre commerciale intégrant la cobotique. Chez NSI Group, ça se passe comment justement pour construire cette offre, cette solution globale ? Alors, avant de rentrer dans la solution, comment on l'amène, en préalable, il est important de pouvoir examiner la possibilité de mettre cette machine. Pour ça, pour replacer le contexte par rapport à l'émission, la cobotique, quelle performance aujourd'hui ? On s'attend à ce que le cobot puisse avoir un certain rendement, certaines qualités de prestations. Donc là, au même titre que dans le milieu industriel, il existe du 5S, etc., pour permettre à nos agents machinistes d'intervenir. Ça permet de pouvoir intégrer les cobots. Il y a certains secteurs d'activité, on parlait de la distribution, où c'est plus difficile. Pas que c'est impossible, mais on sera sur un autre levier. Mais on ne sera pas sur le levier de la performance. Donc c'est pour ça que ça c'est important à prendre en compte au préalable pour pouvoir apporter une réponse commerciale. Et après ça, chez NSI, comme je le disais, l'innovation est intégrée à nos process de travail, tous nos process de travail. Et dès lors qu'on visite un site, dès lors qu'on va pouvoir répondre à un appel d'offres, à une demande de prestation, naturellement, on va se poser la question également de la place de la cobotique. Est-ce qu'on va pouvoir amener de la valeur ajoutée ? Est-ce qu'on va pouvoir amener une solution ? Et là, c'est où tout le rôle de notre force commerciale, de l'encadrement, mais accompagné de nos fournisseurs, le rôle de l'ingénierie commerciale va avoir tout son sens. C'est-à-dire de venir, si on compare uniquement un nettoyage conventionnel et un nettoyage cobotique, on fait fausse route et on peut se tromper. On peut se tromper parce qu'on va comparer des choux et des carottes. Je pense que nos confrères ici à table vont me confirmer. L'idée, c'est vraiment d'amener de la valeur ajoutée. Et chez NSI, c'est comme ça qu'on a intégré la cobotique dans nos réponses commerciales pour amener du service complémentaire à nos clients, de manière à allier le meilleur de la technologie au meilleur de l'humain. Finalement, vous n'axez pas à fond sur la cobotique, on vous met de la cobotique, on vous met de la cobotique. On vous intégrez ça dans une solution un peu premium, j'imagine quand même, dans un premier temps, pour pouvoir convaincre le client. Entre autres, s'il y a une demande du client de se démarquer, je parlais tout à l'heure du siège social en question qui est régulièrement visité, donc la possibilité pour les visiteurs de voir un robot, il y a une image client qui est renvoyée, et puis il y a d'autres paramètres qui entrent en compte, ça peut être la sécurité. Si on arrive à lever des situations à risque parce que le robot va intervenir, je disais tout à l'heure l'exemple de l'aspiration, bon là on est complètement dans la cible et ça permet vraiment une combinaison entre les deux solutions pour apporter la meilleure réponse au client. Et alors chez GSF, comment vous intégrez la cobotique dans les prestations, dans l'offre, comment ça se passe ? En fait, c'est ce qu'a dit Vittorio, la réalité économique, c'est justement par les gains de productivité qu'on peut réaliser, c'est d'aller proposer du service en identifiant les nouveaux besoins clients, et ça c'est toute la force d'une fidélisation client. On a un taux de fidélisation assez élevé, mais c'est pas pour rien, c'est qu'on écoute. Il faut écouter, et ça se co-construit avec le client, c'est-à-dire que si on lui permet d'avoir une productivité réalisée, là par les cobots, là par un autre dispositif, il faut tout de suite être en force de proposition pour amener du service nouveau. On sait très bien qu'aujourd'hui, avec pas la fuite des bureaux, parce qu'il ne faut pas parler comme ça, mais on sait très bien qu'aujourd'hui, nos clients souhaitent le retour au bureau de leurs collaborateurs,
parce que c'est important pour la cohésion, c'est important pour la créativité aussi, c'est important pour tout, même pour le moral. Et donc, si on est contributeur, autant que faire se peut, à ce retour au bureau des collaborateurs par des nouveaux services qu'on pourra proposer dans une enveloppe qui est la même, mais qu'on aura pu libérer des pans de cette enveloppe grâce à la cobotique, il ne faut surtout pas se l'éviter. Il faut repenser l'organisation et surtout pas, par contre, il ne faut surtout pas coller un robot sans l'intégrer. Un robot, il s'intègre. Alors, sur un site qui est déjà existant, c'est comment intégrer ce robot dans une organisation existante, et c'est très important. J'ai envie de dire qu'on inverse un peu le rapport de l'homme et de la machine, enfin de l'homme à la machine, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, un individu, il va utiliser la machine parce qu'il en a besoin, alors que le cobot peut lui faciliter la tâche. Il y a le besoin, mais il y a aussi le fait de faciliter la tâche. Donc il y a ces trois choses. Réalité économique, on peut aller trouver du nouveau service. La relation entre l'homme et la machine est un peu plus intime, si je peux me permettre de parler comme ça. Et puis repenser cette organisation, surtout pas coller à côté d'une organisation, mais bien l'intégrer. Voilà. Axel Merceron, comment vous accompagnez l'entreprise de propreté en tant que fournisseur pour l'aider à concevoir une solution globale, peut-être à convaincre aussi ses clients? Idéalement, il faut être le plus tôt possible en amont pour éviter de se tromper de route immédiatement. Et donc bien identifier les leviers, effectivement les leviers de décision. Pourquoi la robotisation? Pourquoi on va en proposer? Est-ce que c'est adapté, etc. De là, on définit la faisabilité et en fonction de cette faisabilité, évidemment, on va accompagner le client sur la partie automatisation du processus, par exemple de remplissage de vidange. Alors là, je vais penser à la partie autolaveuse, ou alors intégrer l'aspirobrosseur dans le process de l'entreprise de propreté, comme on peut l'intégrer en fonction des temps de recharge, etc. C'est vrai qu'il faut de la rentabilité. Pour qu'il y ait de la rentabilité, il faut que la machine tourne un maximum. Donc voilà, on va l'accompagner jusqu'à la livraison, et à la livraison, ensuite, on va arriver à la formation opérateur, utilisateur, accompagnement SAV. De toute façon, on est sur des machines vendues ou louées systématiquement avec un contrat de maintenance pour épauler nos clients sur toute la durée de vie de la machine. Voilà, on va pouvoir obtenir des données sur la machine qui vont nous permettre de faire de la maintenance prédictive. On en est rendu là, c'est la grande différence par rapport aux autolaveuses classiques. Maintenant, on peut accompagner nos clients sur les parcours, pour améliorer la rentabilité, justement. La finalité, elle est là, avoir un robot qui tourne pour que ce soit un robot rentable, finalement. Mais l'innovation autour de l'organisation des prestations, c'est quelque chose que vous pouvez aussi amener à l'entreprise de propreté qui serait un peu perdue, l'aider à repenser. Tout à fait, par notre retour d'expérience, grâce à vous, quelque part, qui nous ont fait confiance. Voilà, on a un retour d'expérience, on sait que sur certains types de sites, il va falloir s'organiser d'une certaine façon. Donc voilà, je rejoins ce qui a été dit auparavant, trouver la bonne personne dans l'équipe, ça c'est hyper important, on l'a constaté, peut-être sous-estimé au départ, mais trouver la bonne personne, celle qui sera responsable, celle qui va prendre le lead finalement sur la prestation robotique, oui, ça c'est important, et s'appuyer sur elle. Cédric Fèvre, il faut faire de la place à la cobotique sur site? Bien sûr. Bien sûr, il faut faire de la place à la cobotique, et en fait, en écoutant mes collègues, je pense à la question rituelle que les clients nous posent quand on présente une machine. On arrive systématiquement et assez rapidement, et je pense malheureusement à la question du prix. Combien ça coûte? Tout ça, c'est très bien, mais combien ça coûte? Et en fait, chez Tenant, on pense que la cobotique, c'est plus une solution à proposer à un client qu'un produit à vendre. Les produits à vendre, on en a tous, que ce soit chez Karcher ou chez Tenant, plein à vendre, plein à proposer. Mais on parle plus d'une solution qui consiste à proposer au client 365 jours de tranquillité par an. Puisque finalement, c'est ce que le Kobo va proposer au final. Et puis, il y a la tranquillité du client, mais également la valorisation de la collaboratrice ou du collaborateur qui va manager la machine. Puisque c'est bien quelqu'un qui manage la machine et pas l'inverse. Le problème, c'est que ça, le client final, celui de l'entreprise de propreté, est-ce que lui, ça l'intéresse de savoir ça, qu'on va faire monter en compétence? Lui, ce qu'il va voir, c'est son budget.
Vittorio Gangi, est-ce qu'il y a quand même un problème aussi à ce moment-là, de budget, de convaincre le client? Il y a une réalité économique, hein, c'est ce que Laurent disait tout à l'heure. C'est pour ça que, pour répondre à la question, je disais, il est important de ne pas comparer les deux solutions. Si aujourd'hui on peut proposer un agent, une laveuse, un agent, un Kobo, on n'est pas du tout sur la même prestation. On est un agent qui va utiliser la machine dans la première version. Dans la deuxième version, on a un agent qui va réaliser une opération nettoyage, un Kobo qui va réaliser une autre opération de nettoyage avec des services associés, des services complémentaires. C'est pour ça qu'il est important et toujours recentrer ce discours auprès du client. On n'est plus du tout sur le même niveau de prestation. Alors une fois que le client il est convaincu, Laurent Prulière, comment ça se met en place la cobotique sur site vraiment de manière concrète? Alors donc notre façon de faire, c'est donc il y a le service R&D que j'anime. Donc moi, patron de la R&D, je dis toujours, on ne peut gérer que ce qu'on peut mesurer. Donc il faut faire de la mesure. Sans mesure, on ne peut rien faire. Donc on va d'abord faire tous les tests des machines de nos fournisseurs, messieurs. Donc des tests de comparatifs, des définitions d'organisation homme-machine en fonction de la taille de la machine et l'endroit où on va l'installer, des simulations économiques, des tests d'évitement, comme je disais au début de notre table ronde, des tests de vérification d'aléas. Là, je mets quelqu'un qui traverse le passage. À un autre moment, c'est un AGV dans une usine qui va traverser également, donc un autre robot. Tout ce qui est relatif à la sécurité. Donc ces tests-là vont nous permettre de classifier les machines par rapport à nos idées d'implantation. Ensuite viennent une communauté chez nous qui s'appelle les RNT, les référents nouvelles technologies. Donc on a une trentaine de filiales, une trentaine de référents nouvelles technologies dans le groupe, chez SF. Et donc leur mission principale, c'est d'acculturer les équipes aux solutions digitales, dont vous parliez dans la première table ronde, et également aux solutions mobiles et digitales que sont les cobots. Donc ils vont donc réaliser des business cases, des études de cas, et intégrer en fonction d'une organisation déjà existante. Et ensuite viendra la troisième opération qui est de la formation des opérateurs et de leurs managers sur l'apprentissage. Et là, on se fait beaucoup aider de nos fournisseurs, évidemment, sur comment on appréhende ce type de machine, en quoi, finalement, d'un point de vue frein psychologique, ce n'est pas un frein, mais plutôt une opportunité, puisqu'il va être complémentaire et enrichir la prestation, ce cobot, soit parce qu'il l'enrichit en termes de montée en gamme, soit parce qu'on fait des prestations de propreté complémentaires, parce que l'agent peut les réaliser, soit on fait des prestations autres, hors propreté, parce qu'on a identifié des besoins clients qui permettent de le faire. Donc ça se décline un peu comme ça chez nous. Et comment réagissent les agents alors à l'arrivée je pense que c'est comme nous sur des usages domestiques. Au début, ça surprend, ça fait sourire, ça fait moins sourire. Parfois, on dit mais on va me piquer mon boulot, alors que pas du tout, puisque ce qu'on se rend compte, et puis il y a quelque chose de très simple. Je ne sais pas si Vittorio il est ok avec ça. C'est que de toute façon, quand on lave, j'ai jamais appris qu'on pouvait laver directement. Il faut balayer, d'accord ? Donc il faut balayer. Donc il y a un balayage à réaliser. Donc ça ne supprime pas l'opérateur. Ça permet à l'opérateur de balayer. Il y a aussi cette notion que, sauf si les fournisseurs me disent le contraire, mais un cobot aujourd'hui avec les sensors ne peut pas s'approcher à plus de 15-20 cm d'une surface verticale. Donc il y a aussi le détourage. Le détourage, bien sûr. Voilà. Ouais. Donc tout ça fait que l'opérateur est là, il laisse le robot s'exprimer, il fait quand même son détourage, son balayage, et il peut se concentrer sur des tâches de plus basse fréquence. Donc c'est plutôt, après, à l'usage, c'est plutôt bien pris. Chez NSI Group, comment vous approchez cette conduite du changement sur le terrain ? Bon, lorsqu'on a préparé l'émission, on avait évoqué le sujet. Je vous avais dit que j'avais un exemple qui reviendra un petit peu en fil rouge de l'émission. Donc j'ai forcément toujours cet exemple en tête où premier frein, ça a été pour nos collaborateurs, ah bon, on va travailler avec un robot, mais comment ça se fait ? Ça veut dire qu'il y a une personne en moins. Non. L'idée, ça a été vraiment d'enlever la partie pénible. Donc en réalité, c'est à l'usage. Hein. On commençait un petit peu l'émission en disant on est encore au début de l'ère du Kobo dans le milieu de la propreté. C'est en train de se démocratiser. Et vraiment, c'est à la pratique, à l'expérimentation et ce retour d'expérience. Donc sur le site dont je vous parlais tout à l'heure, on a supprimé la partie vraiment pénibilité auprès des agents.
bon, je dirais, c'est eux qui nous ont rappelé en disant CQFD, ok, on adopte et on y va. Donc ça a permis de les valoriser aussi, leur montrer qu'on prenait en compte la pénibilité, les difficultés qu'ils pouvaient rencontrer. En disant, vous avez vu, on a identifié un sujet dans la phase de nettoyage qui va être peut-être difficile pour vous. On est sur des grandes surfaces. On a prévu un Kobo qui va venir faire l'aspiration. Là, tout de suite, les collaborateurs se sentent valorisés, pris en compte. D'autant plus qu'on leur dit, c'est vous qui allez avoir la responsabilité du Kobo. Vous allez vous en occuper, vous allez l'entretenir. Donc notre partenaire, notre fournisseur est venu former les collaborateurs à l'entretien de ce Kobo, etc. C'est vous qui allez être le patron du Kobo, puisque vous pouvez programmer un parcours, un autre parcours. Donc c'est vous qui allez faire preuve d'intelligence pour orienter la prestation et animer la prestation. Donc ça, c'est vraiment le levier par lequel il faut intervenir pour démocratiser, le terme est juste démocratiser l'utilisation de la cobotique lors des prestations de nettoyage. Et l'accessibilité aussi, la simplicité d'utilisation du Kobo, c'est un critère important pour vous? C'est primordial. Peut-être Laurent ou les fournisseurs ici présents, on a vu, vous Séverine, sur Europrop, parfois des robots, des solutions qui étaient proposées où il faut quelqu'un dans un bureau qui doit programmer, il va faire un mapping et puis on reviendra. Bon, voilà. Ça tout de suite, on sait que si on commence à arriver avec ces gros sabots-là auprès de nos agents, déjà ils ne pourront pas se l'approprier. Et c'est le premier frein à l'utilisation des robots dans le nettoyage. Donc vraiment, les critères pour nous de sélection de l'outil de la machine, ça va être un usage simple, programmation facile et une prise en main du collaborateur qui sera évidente. Ça, et vous repérez aussi le collaborateur qui a le plus d'appétence pour la cobotique? Oui, tout à fait. Bon, ça, c'est dans une équipe. Forcément, il y a des personnes, vous savez, il y a toujours les réfractaires, des personnes qui... Mais ça, c'est la conduite du changement. Et puis, forcément, un collaborateur qui va lever la main. Moi, je veux bien le faire. Et donc, là, c'est plus facile. Et on embarque après tout le monde pour pouvoir déployer la solution. Donc, la prise en main, finalement, se fait assez facilement? Oui, donc avec l'aide de nos fournisseurs, puisque les experts de la machine, c'est eux, les experts de la prestation, c'est nos agents, et donc en combinant ces deux regards, ça nous permet facilement de mettre en place les choses. Ouais. Alors Cédric Fèvre, en tant que fournisseur, comment vous accompagnez les clients sur le terrain? Ouais, alors déjà, je rappelle un truc très important. Chez Tenante, c'est vraiment la machine qui se met au service de la collaboratrice ou du collaborateur du client, et pas l'inverse. Très simple en termes de programmation. On a un expert dédié au Kobo chez nous. Il passe beaucoup de temps à expliquer les Kobos actuellement à nos clients. C'est un rythme de 1 à 2 démonstrations par semaine, donc c'est assez chargé. Et après, dans la phase de déploiement, bien sûr, il y a la partie analyse-conseil. Et une fois qu'on s'est mis d'accord et qu'on a livré, on va accompagner le client du début à la fin de vie du matériel, donc du début avec la mise en service, au milieu de vie sur le parcours de la machine avec la gestion ce qu'on appelle des assistances techniques, et puis la fin de vie, bien évidemment, avec la récupération de la machine, son recyclage quasi complet, y compris les batteries. Donc, j'insiste vraiment sur la simplicité qui fait que normalement, si la machine a bien été, si le conseil au départ est là et si le client est dans une parfaite collaboration, c'est la recette magique, on va dire, il y a finalement un accompagnement qui est assez simple, puisque ça reste une machine assez simple. Quelles sont les fonctions justement sur la machine elle-même qui facilitent l'accès à l'opérateur ? La programmation, n'importe qui peut le faire. Moi j'ai un souvenir d'avoir pu le faire avec un de nos clients dans un aéroport. En quelques minutes, on fait soi-même l'apprentissage, on apprend à la machine où on veut nettoyer, et puis on appuie sur un bouton, c'est le genre de truc que j'adore. On appuie sur un bouton, la machine en quelques minutes elle a enregistré le parcours et elle le refait toute seule. Voilà. Et l'accessibilité, parce que j'imagine qu'il y a un panneau de commande, c'est assez simple. C'est aussi simple qu'un téléphone mobile. C'est vraiment fait pour répondre aux préoccupations des personnels de nos clients qui utilisent ce type d'appareil et qui ont besoin d'avoir accès à des interfaces très faciles. Voilà. Je le répète, je l'ai dit tout à l'heure, on est multilangue. Donc on peut faire une programmation pour quelqu'un dans une langue particulière. Vittorio Gangin, une réaction?
Oui, quand on parle d'accessibilité, les fabricants de robots ont normalement très bien pensé le système pour que ce soit facile d'utilisation et dans la programmation. Maintenant, quand on parle d'accessibilité, il y a vraiment important de souligner ce point. C'est qu'au départ, à la genèse de l'arrivée des robots sur le marché, il y avait parfois 2 modèles. Et quand on voulait du robot pour venir soulager nos agents, on mettait en place le robot qu'on avait. L'accessibilité, elle va pas être liée uniquement, et c'est important de le souligner et de le dire, qu'au paramétrage de la machine, puisque le paramétrage est facile. C'est vraiment l'adaptation, le bon robot, le bon type de robot, le bon type de machine, pour que vraiment là ce soit dans la conduite du changement, que ça puisse bien fonctionner. Sinon, il y a des freins qui ne seront pas levés, et là, ça peut être difficile. Laurent Pruliat. Oui, je voulais rajouter, donc le dimensionnement, effectivement, est très important, le dimensionnement du couple machine-site et adaptabilité. Mais pour revenir à ce que disait Cédric, c'est très important les systèmes de navigation que nos fournisseurs adoptent pour leurs solutions de cobotique. Et ils sont très éprouvés aujourd'hui. Nous, GSF, on était pionniers dans les années 80, on avait commencé à imaginer dans un projet européen d'une solution automatisée. On voit bien qu'en 40 ans, les systèmes d'automatisation d'aujourd'hui sont utilisés par l'armée, par exemple, sont utilisés par des solutions de mobilité dans l'industrie de pointe. Donc ce sont les mêmes qui mettent nos amis fournisseurs sur leurs machines. Donc ils sont de plus en plus simples. Et là, la prise en main par un collaborateur, évidemment, est rendue encore plus simple par ces nouveaux systèmes. Axel Merceron, en tant que fournisseur, quels sont les services que vous proposez justement pour accompagner sur site, former, pour la maintenance, etc. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur toute la durée de vie du produit, on accompagne nos clients sur la partie maintenance. Juste, je rebondis sur ce qui a été dit juste avant. C'est vrai que dès le départ, il y a une volonté de transmettre la technologie à nos clients. On considère que nos clients entreprises de propreté savent mieux que nous comment ils veulent nettoyer leur bâtiment et que ce n'est pas le fabricant de robots qui doit leur dire comment. Donc c'est pour ça, je pense qu'on a tous travaillé sur des systèmes relativement simples pour que vous puissiez le prendre en main sans avoir une formation d'un an. Malgré tout, quand on met en place un robot, il y a toujours un certain nombre d'aménagements, de rectifications, de choses à améliorer. Donc généralement, les premières semaines, on va dire les 2-3 premiers mois, on va être là plus particulièrement. Mais après, on transmet à nos clients, on transmet la technologie complètement. Il faut 3 mois alors de mise en route. Pas forcément, ça va dépendre des appétences de chacun. Mais grosso modo, nous, on met un focus spécifique. Dès lors qu'un produit est mis sur un site, on met un focus spécifique sur les 2-3 premiers mois, parce que c'est là qu'il va falloir être vigilant. Une fois passé ce trimestre, après c'est de la vie série, entre guillemets, la vie normale d'un produit. Je rejoins ce que disait Laurent tout à l'heure sur la partie logicielle. Nos logiciels ne seront jamais finis. Nos logiciels s'amélioreront. Donc notre logiciel de 2024, ça n'est pas le logiciel de 2025. Je pense à toute la partie, évidemment, HMI, interface utilisateur, mais ça peut être également, et ça va grandement vous faciliter la vie aussi, je pense, que les fabricants arrivent à communiquer entre eux, que les robots arrivent à communiquer entre eux, qu'ils arrivent à communiquer avec des AGV, qu'ils arrivent à communiquer avec des systèmes d'alarme ou des systèmes d'alerte incendie, ce qui a été dit tout à l'heure dans la GMS. Vous avez la norme VDA 50-50 qu'on a intégrée, ça nous permet de piloter, de gérer les priorités, on va dire, entre les AGV et l'autolaveuse. On commence à avoir quelque chose, un petit peu comme en domotique, un ensemble cohérent. Et je pense que c'est un petit peu ça la difficulté. Les contrôles d'accès pour les portes sectionnelles ou les ascenseurs ou les choses comme ça. Donc voilà, sur la partie logicielle, on va aussi accompagner les clients sur les prochaines années pour vous faciliter la mise en œuvre. À l'heure actuelle, c'est facile à programmer, mais il y a l'environnement. Et l'environnement, vous ne pouvez rien y faire quelque part. Vous êtes tributaire du donneur d'ordre. C'est un peu là Les cobots sont des machines connectées. Alors du coup, en termes de maintenance, c'est un avantage éventuellement pour... Les mises à jour, déjà. Ça permet de mettre à jour. Comme je vous le disais, les logiciels ne sont pas terminés. Donc
ne seront jamais terminés, seront toujours amenés à évoluer, hein, comme n'importe quel système d'exploitation. Donc déjà, le fait d'avoir une machine connectée, ça facilite l'opération. Ça fait remonter des données, et ça, pour nos clients entreprises de propreté, c'est hyper intéressant. Vous récupérez les rapports de nettoyage, c'est factuel, c'est mesuré. Vous récupérez les notifications également, ce qui vous permet de faire quelque part, vous aussi, de la maintenance prédictive, puisque vous recevez sur vos téléphones, sur vos boîtes mail, des notifications pour dire le robot est bloqué, etc. Donc on arrive sur... on a cranté au niveau de la collaboration homme-machine, effectivement. C'est plus qu'un outil, voilà. C'est plus qu'une autolaveuse, c'est clair. On vient d'évoquer le sujet de la connectivité. La cobotique va-t-elle à l'avenir s'intégrer dans une démarche plus globale de propreté ? Vittorio Gangi, est-ce que l'on va assister à une transformation des métiers ? On assiste à une transformation du métier, puisque forcément on est sur des prestations où l'humain reste au cœur du sujet. On est dans un secteur d'activité où le recrutement, mais pas que notre secteur d'activité, est un enjeu, est un sujet également. Comment on attire les nouveaux collaborateurs, comment on rend sexy nos professions du nettoyage. Ces solutions viennent amener de la valeur ajoutée, on le dit tout à l'heure, un agent de propreté, c'est les métiers invisibles. Quand ils commencent à voir les robots, l'innovation, là les gens, il y a une perception du nettoyage. Donc ça, c'est une transformation déjà d'un point de vue regard de la profession. Et puis je l'ai dit tout à l'heure, sur toute la dimension sécurité. Pour les collaborateurs, on va enlever la pénibilité, donc ça c'est un premier sujet. Et puis également sur le pilotage de nos activités, la restitution de la donnée auprès du client, de pouvoir, avant même de faire un contrôle de nettoyage, avant même de faire un audit et de faire le tour du site, on peut le dire au client, on peut rendre de la donnée au client, dire voilà là où nous avons nettoyé, voilà tel entrepôt qui est aujourd'hui plus sollicité, qui a besoin d'être plus nettoyé, parce qu'on se rend compte que c'est là où le robot va mettre plus de temps, va peut-être se charger plus en saleté, etc. Donc vraiment c'est un pilotage demain de la prestation qui va être différent. Donc plus de performance, plus de valorisation des collaborateurs. Laurent Prulière, vous rejoignez aussi cette position sur l'évolution des métiers ? Ah oui, j'aurais du mal à pas rejoindre. Les entreprises, en général, pas les nôtres évidemment, les vôtres aussi d'ailleurs, se transforment. L'industrie se transforme. On parle d'industrie 4.0. Nous, à GSF, le département recherche-développement, on observe avec beaucoup d'attention la transformation des environnements de nos clients. Et cette transformation, elle donne l'opportunité de remettre une organisation différente, avec ou sans cobot, mais probablement avec. Axel a dit, on améliore de façon continue les logiciels, donc forcément que les machines vont se parler. Elles vont se parler pour se rendre la politesse, ne serait-ce que pour évoluer. Elles vont se parler au niveau chronologique. On nettoie avant, après le passage de robots de notre client industriel. Donc cette évolution de l'industrie, elle va donner la part belle à tout ce que l'innovation peut proposer de la part de nous, entreprises de propreté, à nos clients, de la modernité en général. Et puis même si ce n'est pas le sujet là, c'est valoriser les parcours professionnels de nos collaborateurs. C'est très important. Vous avez dit tout à l'heure, Séverine, est-ce que finalement le client, ça l'intéresse de savoir que nos collaborateurs vont monter en compétences ? Eh bien, je ne sais pas si ça l'intéresse, je pense que oui, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que faire monter en compétences, tirer vers le haut de façon générale la profession, ça ne peut qu'être bénéfique à tout le monde, à nos salariés, à nos clients. Donc, pour moi, la réponse, elle est oui. Et puis, on attend avec beaucoup d'impatience, on est déjà dedans, mais on est très impatient de savoir ce que l'IA va nous apporter. Toute cette data qui va être collectionnée, que vous collectionnez déjà, messieurs les fournisseurs, va pouvoir nous faire du prédictif et va pouvoir, de façon générale, améliorer encore plus la performance de ces équipements, ça c'est sûr. Et l'IA générative va peut-être nous permettre aussi d'imaginer des implantations en aidant notre façon de voir les choses, comment implanter un robot. L'IA générative va peut-être nous aider à dire voilà comment il faut l'implanter, parce que le retour d'expérience nous dit que c'est comme ça qu'il faut faire. Donc je crois aussi à ça. Cédric Fèvre, vous qui connaissez le nettoyage depuis assez peu de temps, vous pensez qu'il est déjà en cours de transformation ? Alors peut-être, pour vous répondre indirectement, démarrer par une courte anecdote.
On est localisé juste à côté de l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle. Et j'ai eu l'occasion, en tant que passager, de voir l'intérêt de tout le public de Roissy pour un robot qui se déplace, qui est en train de laver le marbre impeccable de Roissy, alors que quand on passe à côté de quelqu'un qui est en train de nettoyer le sol, personne n'y fait attention. Donc pour Tenante, finalement, la question centrale, c'est pas de se demander si on va devoir utiliser des robots, c'est plutôt quand on va les utiliser au maximum de leur capacité. Et c'est sûr que non seulement la robotisation va transformer les métiers de la propreté, mais pour moi, ce qui est vraiment important, c'est ça va faire une réelle valorisation. Et peut-être un commentaire complémentaire pour rebondir sur ce qu'a dit Laurent sur la collecte des datas. Chez Tenante, oui, je dirais probablement on collecte des datas, mais ces datas, il faut savoir qu'elles sont immédiatement disponibles pour nos clients. L'utilisateur, sur son smartphone, a la même interface que nous et peut télécharger les rapports, il peut jouer avec toutes les datas et il en a ni plus ni moins que nous. Axel Merceron, la valorisation des métiers, vous y croyez aussi avec justement cette cobotique C'est une petite révolution. On est passé du nettoyage manuel au nettoyage mécanisé, du nettoyage mécanisé au nettoyage automatisé. Donc voilà, c'est comme chaque révolution, c'est toujours, ça emporte toujours avec un lot de questions et d'inconnus. C'est vrai que je rejoins ce qui a été dit. C'est troublant de voir le nombre de personnes qui prennent des photos du robot. Alors, je vais être honnête, aussi bien en interne qu'en externe. Chez nous aussi, ça fait le buzz, forcément. Il y a un côté waouh, c'est clair. Quand on est dans des zones avec du public, tout le monde prend en photo. Voilà, il y a un côté excitant. Bon, il y a toujours quelques personnes qui essaieront de tester les performances de sécurité du robot. Heureusement, c'est sécurisé. Mais et vis-à-vis du personnel, il y a aussi dans leur regard une forme de une forme de curiosité. On leur met dans les mains quelque chose à très haute technologie, de très haute technologie. Et donc ils se disent oula, ça va être compliqué. Quand on commence à leur montrer, ils s'aperçoivent que finalement c'est eux qui vont donner les instructions au robot et que le robot ça va être simple à programmer. Et je le disais auparavant, il y a ce transfert de compétences. Mon collègue expert robotique va former un expert robotique. Il nous faudra un expert robotique, quelqu'un qui pas simplement sait utiliser la laveuse ou connaît son site, mais sera capable d'anticiper les éventuelles contraintes pour faciliter effectivement l'itinéraire de la machine et son fonctionnement au quotidien. Ouais. Donc il y a une vraie valorisation pour moi du métier et voilà, on passe une nouvelle étape. Alors avant de répondre aux questions des internautes, je vous rappelle que l'émission sera disponible en replay pour ceux qui veulent la voir ou la revoir. Loan, sur quoi portent les interrogations des internautes ? Alors on a une première question qui vient de Christophe qui constate que la réalité du terrain montre souvent que la présence d'un cobot implique moins de main-d'œuvre. Il se demande donc pourquoi et comment justifier le ROI des cobots sans négocier à la baisse les heures de prestation. Laurent Proulière, Christophe, oui. Christophe, comme je disais tout à l'heure, on est quand même plus aujourd'hui dans l'investissement que dans le ROI. On est en train d'acquérir les réflexes pour savoir comment on va organiser tout ça. On ne le fait pas au détriment de la main-d'œuvre. Je pense que nous, en tout cas à GSF, notre façon de voir une intégration et une réalité économique pour le client, il ne faut pas non plus être idiot, ils veulent gagner, c'est du service complémentaire. C'est ce service complémentaire qui, pour moi, est la clé de l'implantation et la clé d'une bonne intégration robot sans pour autant augmenter la facture finale. C'est que ce gain de productivité qu'on peut imaginer arriver, mais je vous dis une fois de plus, on est en plein investissement, en pleine plus qu'investissement, exploration, c'est rendu possible si et seulement si on est capable de détecter des besoins clients avec le client, ça se construit avec le client. Vittorio Gangi, un complément peut-être ? Oui, la question de Christophe qui est sous-jacente, c'est est-ce que le robot remplace l'agent puisqu'il y a moins de main-d'œuvre. Il faut vraiment garder en tête ce schéma, c'est que dans nos prestations de nettoyage, et c'est le schéma de l'émission aujourd'hui, il n'y a pas uniquement les fournisseurs de robots qui sont invités,
il y a les entreprises de propreté aussi, un robot ne fonctionnera jamais tout seul. Donc par conséquent, et c'est l'exemple que je citais tout à l'heure avec le siège social, où on est venu mettre de la prestation complémentaire, créer de la valeur ajoutée, c'est ça la réponse qui va nous permettre demain de pouvoir, si on parle de retour sur investissement, avoir ce retour sur investissement. Parce que sinon, si on veut juste placer un robot pour dire de placer un robot, économiquement, une laveuse conventionnelle sera moins chère que le robot. Donc vraiment, c'est pas un sujet, je pense, qui doit être sur la table. Il faut vraiment penser différemment les prestations. Loane, une autre question? Oui, alors une autre question sur les incidents physiques entre opérateurs et robots. Que dit la campagne d'assurance? Qui est responsable, l'employeur ou le fabricant? Axel, merci. Peut-être. Alors oui, oui, avec plaisir. Concernant notre gamme, les robots sont certifiés pour être utilisés en présence du public. Donc on a fait valider ça auprès de la société DECRA, une société indépendante qui garantit que le robot répond bien aux normes requises pour circuler en présence du public. Donc ça, c'est ce qui est valable en présence du public, évidemment, est valable dans une zone plus professionnelle, avec du public formé. De là, on a une assurance propre qui garantit que notre robot, en cas de dommage, se couvrira les dommages qu'il pourrait occasionner. Maintenant, dans la réalité, comme on a un certain nombre de capteurs, on sait ce qui arrive au robot. Et donc, dernièrement, il y a quelques mois, j'ai eu le cas, où on a compris que finalement, c'était plutôt la personne qui avait percuté le robot que le robot qui avait percuté la personne. Donc ça, on le sait avec les capteurs. Mais malgré tout, ça peut arriver de la même façon, l'erreur est humaine, mais le robot, disons, n'a pas d'alibi à la base et donc peut être facilement accusé. En tout cas, voilà, il est certifié pour être utilisé en présence du public, et puis derrière, on dispose d'une assurance si jamais il devait y avoir quoi que ce soit. Et puis dans les contrats de prestation, nos assurances couvrent tous les dommages qu'il peut y avoir sur le site, avec des machines et des opérateurs, cobotisés ou non, des machines. Donc ça couvre bien. Oui, c'est vrai, même pour des autolaveuses. Les contrats d'assurance couvrent l'entièreté de nos équipements. Donc, voilà. Alors une autre question sur les drones. Les avez-vous déjà expérimentés pour le lavage haute pression des bardages, et quel est votre avis dessus? Alors, qui a expérimenté? On y travaille depuis pas mal d'années. Donc on explore aussi, pareil, on fait de la mesure sur les différents aéronefs. Il y a plusieurs choses dans l'approche drone. D'abord, pour réaliser une mise en propreté, très technique mais très rapide, une mise en propreté d'une surface verticale ou même horizontale pour les bardages, il faut donc une force d'impact. Comme quand on est au bout de la lance du Karcher, ce qui fait qu'on enlève de la salissure, c'est la force d'impact. La force d'impact, c'est la conjugaison, c'est une équation très savante, de conjugaison de débit, pression, une constante. Et donc, si on a la pression et qu'on n'a pas le débit, on peut avoir une force d'impact moindre. Si on a un bon débit et une pression faible, et il y a aussi un quatrième entrant, c'est la forme de la buse de pression. Donc c'est très simple. C'est une équation à 4 constituantes, il n'y a pas beaucoup d'inconnus. Donc les aéronefs emmènent de l'eau à 25 mètres. Donc il faut qu'ils soient suffisamment costauds pour emmener une colonne d'eau à 25 mètres de haut avec une section de 15. Ça fait déjà plusieurs kilos à monter. Une fois que l'aéronef est en face de la zone à nettoyer, il faut qu'il y ait suffisamment de pression et de débit. Et la force d'impact en est la conséquence de tout ça. Donc aujourd'hui, à date, on explore tout ça, on est optimiste, on progresse, mais on n'a pas trouvé pour le moment d'aéronef qui était capable de délivrer une force d'impact suffisante pour faire une opération de qualité. Par contre, c'est une bonne alternative parfois pour des zones inaccessibles. Où seulement aujourd'hui on les regarde, elles sont sales, voilà. Et demain on les regardera, elles seront moins sales parce que le drone va pouvoir réaliser quelque chose. Voilà. Après, voilà où on en est, mais on est vraiment sur ces solutions-là. On teste la semaine prochaine d'ailleurs une solution qui nous paraît être assez pertinente pour le coup sur ce qu'on observe aujourd'hui dans une gare. Voilà.
Une expérience chez NSI Group en matière de drone? Pas sur le drone, c'est un sujet à l'ordre du jour d'NSI Lab, mais on n'a pas expérimenté encore cette solution. Mais j'ai écouté attentivement Laurent qui a théorisé le concept. J'espère que j'étais pas trop technique. Mais... Non, il faut un peu. Loane, est-ce qu'on a encore une question? Oui, concernant la formation, à savoir comment est-elle organisée et quel est son coût? Ah, des chiffres. Vittorio, La formation un des chiffre robots, quelle est la question précisément? Le coût de la formation pour l'utilisation. les cobots, je pense. Alors chez NSI Group, c'est je dirais assez facile à déployer la formation, puisqu'on a un centre de formation NSI Learn par lequel nos collaborateurs passent donc en amont via une formation e-learning dès leur intégration pour connaître l'ensemble des outils, des process de l'entreprise. C'est 100% des nouveaux agents qui passent par ce module de formation. Et puis après, on a tout un catalogue de formation via notre filiale certifiée Calopi, donc qui délivre la vraie formation en externe également, mais surtout en interne pour le personnel NSI. Donc sur tous les sujets, je ne sais pas si la question concerne tous les sujets, mais j'espère avoir répondu à la question. Cobotique, mais je pense que le coût, c'est peut-être... La formation a un coût, la santé-sécurité a un coût. Ils ne donneront pas de chiffres. Mais mettre en... Si je peux me permettre, la formation, il ne faut surtout pas l'aborder comme un coût, mais vraiment comme un investissement, dans le sens où on va valoriser l'humain. Encore une fois, le sujet du nettoyage, c'est des hommes, des femmes, et demain, pour éviter les accidents, pour monter en qualité, pour vraiment amener la valeur ajoutée, la formation sur l'humain, on va parler d'investissement plutôt que de coût. Après, sur les rapports annuels des entreprises comme les nôtres, vous avez la part de la formation qui est investie, la part de la masse salariale qui est investie dans la formation. Donc ça se retrouve très facilement. Alors, peut-être juste un complément lié au déploiement des cobots chez nos clients. On ne va pas parler de formation à proprement parler, puisque la formation, c'est un terme qui est largement encadré, mais plutôt d'accompagnement et de mise en service et de mise en main. Comme c'est de la répétition, nous, notre principe, c'est tant que ce n'est pas compris, on sera là pour le réexpliquer. Voilà. Il est temps de clôturer cette matinée de débat. Merci à tous les 4 pour vos interventions. Merci à vous. Merci à nos partenaires et merci à vous de nous avoir suivis. Retrouvez les 2 émissions de la matinée en replay. Je vous souhaite une bonne journée et je vous donne rendez-vous à l'automne pour un service live dédié à la sobriété hydrique. Bonne journée. Merci.